Bien, bonsoir, on va commencer. Alors, bienvenue à tous à cette quatrième conférence du cycle Les écritures dans les mondes anciens de l'ILARA, l'Institut des langues rares de l'EPHE. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'entendre Robert Hawley. Robert Hawley a soutenu sa thèse à l'Université de Chicago sur le thème Studies in Ugaritic Epigraphy, études en épigraphie ougaritique. Après plusieurs années comme lecteur en langue et culture sémitique aux universités de Michigan, Ann Arbor et Yale, il a travaillé pendant 10 ans comme chargé de recherche au CNRS. En 2015, il a soutenu une habilitation à diriger des recherches intitulées « Constitution et transmission des savoirs et du vocabulaire savant au Proche-Orient ancien ». Et en 2017, a été élu à l'École pratique des hautes études sur la chaire « Religion et culture du Levant ancien » dans la section des sciences religieuses. Spécialiste des écritures, langues et littératures ouest-sémitiques anciennes, ougaritique, phénicienne, hébraïque et araméenne, il s'intéresse en particulier aux questions de l'évolution diachronique des alphabets, dont il nous parlera ce soir, et de la transmission du vocabulaire technique dans ces domaines linguistiques. S'agissant du second point, Robert Hawley a également été porteur du projet européen IRC Floriental, From Babylon to Baghdad Toward a History of the Herbal in the Near East, de 2011 à 2017. Et en relation avec le premier point, Robert Hawley est depuis 1999 membre de l'équipe épigraphique de la mission archéologique de Ras Shamra Ougarit, en Syrie, près de Latakia, chargé des dossiers textes juridiques en ougaritique, textes scolaires en ougaritique, inscriptions sur anse de jarre, divers textes administratifs inédits en ougaritique. Probablement, nous allons avoir l'occasion de voir des éléments de cela dans un instant. Aujourd'hui, Robert Hawley nous parlera de le périple de l'alphabet au deuxième millénaire avant notre ère, de ses origines marginales jusqu'à son institutionnalisation au niveau d'un État. Comme chaque fois, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation. Vous pourrez poser vos questions après la présentation, soit en levant la petite main jaune de Zoom, soit en écrivant vos questions dans le chat et je me ferai votre porte-parole. Voilà, Robert, nous nous réjouissons de t'entendre. Et moi aussi, Andreas, merci pour cette introduction. J'aimerais commencer en remerciant mon collègue Andreas Stauder de l'École pratique des hautes études, PSL, qui, avec l'équipe au sein de l'Institut des langues rares, ILARA, de l'EPHE-PSL, a su bien piloter l'organisation, la réalisation et maintenant le déroulement logistique de cette série passionnante de conférences gratuites en ligne consacrées aux écritures dans les mondes anciens. Allant de la Chine ancienne avec Olivier Venture, il y a quelques semaines, jusqu'aux runes gémoniques et nordiques avec Alessia Bauer, et en passant par l'Égypte pharaonique avec Andreas lui-même, déjà en tout juste quelques semaines depuis ce début 2022, nous avons tous constaté à quel point ces conférences nous font voyager à travers des aires culturelles très différentes, mais aussi très larges et très riches, et ces voyages vers les horizons élargis vont continuer à un rythme de toutes les 2 semaines à peu près, jusqu'au mois de juin. Je suis donc très heureux et très reconnaissant de pouvoir vous présenter ce soir l'état de nos connaissances, ou je devrais plutôt dire l'état de mes connaissances en tout cas, sur les débuts de cet outil graphique que nous utilisons tous les jours, l'alphabet, et ce pendant le 2e millénaire avant notre ère. L'alphabet a connu une histoire finalement assez complexe au 2e millénaire avant notre ère. Ayant fait ses premiers pas, entre guillemets, en Égypte, le nouvel outil passe d'abord au Levant Sud pour ensuite se répandre sur le pourtour méditerranéen oriental avant que les vagues de destruction de la fin de l'âge du bronze ne mettent fin à cette documentation écrite. Alors, cette carte que vous voyez à l'écran montre tout simplement la distribution géographique de ces inscriptions à caractère alphabétique au 2e millénaire avant notre ère, tous siècles confondus. Alors, tous ces points que vous voyez n'ont pas la même valeur. Le site de Ras Shamra Ougarit, par exemple, en haut à droite, a livré plus de 2000 textes alphabétiques. Et parfois, il s'agit de textes très longs et de contenus très variés, allant de poèmes mythologiques aux traités médicaux ou documents de comptabilité, administration, par exemple. Tandis que pour d'autres sites, le pan
Le point n'indique que la trouvaille ponctuelle d'une seule inscription alphabétique. À Tirin, en Grèce, par exemple, les fouilles, il y a quelques années, ont livré un bout dense en os à 4 caractères seulement alphabétiques. Et cet objet, qui faisait peut-être partie d'un objet de luxe, aurait très bien pu voyager jusque-là. Sa présence ne témoigne donc pas forcément de l'utilisation locale de l'alphabet. Cette conférence portera donc essentiellement sur l'ampleur de l'utilisation de l'alphabet dans ces sociétés méditerranéennes et essentiellement au XIIIe et au tout début du XIIe siècle avant notre ère, et en particulier justement au royaume d'Ugarit, sur la côte méditerranéenne de la Syrie, où on assiste, et ce peut-être pour la première fois de l'histoire, à l'institutionnalisation de cet outil en tant que véhicule graphique officiel de la chancellerie, c'est-à-dire on assiste à son passage des marges sociales vers un centre. Et on y observe en outre son utilisation non seulement pour la comptabilité et pour l'administration de tout un royaume, mais aussi son emploi dans les belles lettres pour la mise par écrit des poèmes mythologiques et pour la mise par écrit et la transmission des textes traités scientifiques et savants. Mais on va revenir sur ces points. Cette communication est donc consacrée à l'histoire assez curieuse et complexe de l'alphabet en tant qu'outil graphique ou technologie graphique, si vous voulez, inventé, et là j'hésite parce qu'inventé est un grand mot, disons plutôt mis au point au cours du deuxième millénaire avant notre ère. Peut-être certains d'entre vous ont déjà consulté, ou vu ou entendu parler de ce corpus, de cette inscription que vous voyez à l'écran. Il s'agit ici des corpus proto-alphabétiques, et je dis des corpus car il y en a plusieurs, ailleurs à travers vos propres lectures. Mais je vais me permettre d'évoquer très rapidement ces corpus, ne serait-ce que pour établir une brève définition de ce que nous entendons ici par alphabétique. Et comme exemple, je vous montre ce sphinx qui est sans doute l'inscription la plus célèbre des inscriptions dites proto-sinaïtiques. Et elle figure aussi parmi les quelques-unes de ce corpus qui sont ne serait-ce qu'un tout petit peu compréhensibles. Ce corpus était retrouvé près des mines de turquoise de Sarabit el-Khadim dans le Sinaï au début du XXe siècle par l'archéologue britannique William Matthew Flinders Petrie, et dont une poignée des inscriptions retrouvées étaient déchiffrées de façon brillantissime par l'égyptologue également britannique Alan Gardiner. Sur la base de cette sphinx est inscrite une brève dédicace à une déesse. La déesse reste anonyme ici, on l'appelle seulement par son épithète, la dame. Et les caractères, comme vous pouvez les voir ici, translitérés en noir, sont uniquement consonantiques. Il s'agit donc uniquement d'une représentation graphique du squelette consonantique des mots. Pour les voyelles, que j'ai ajoutées dans une vocalisation provisoire et hypothétique en bas, les voyelles ajoutées en gris clair ne sont représentées pas du tout. Ils sont représentés pas du tout dans la graphie. Alors, toutes les inscriptions alphabétiques du deuxième millénaire partagent cette caractéristique. Pour la représentation régulière des voyelles par écrit, il faudra attendre une innovation du début du premier millénaire, ce qui n'est pas notre propos aujourd'hui. Donc, ayant fait ces premiers pas, entre guillemets, en Égypte, et là, on vient de parler du corpus proto-sinaïtique essentiellement, ce nouvel outil graphique, l'alphabet consonantique, passe d'abord au Levant Sud, et là, il s'agit d'un corpus qu'on appelle le corpus proto-cananéen, pour ensuite se répandre vers le nord, comme nous avons dit, sur le pourtour méditerranéen oriental, de façon générale, avant les destructions qui marquent la fin de l'âge du bronze récent. Alors,
Je sais que j'ai passé assez rapidement ces diapositives. On va les revoir. Ma communication va donc porter en particulier sur la distribution et l'ampleur ou l'échelle de son utilisation dans ces sociétés méditerranéennes au deuxième millénaire avant notre ère. Mais je vais surtout me concentrer, comme je vous ai dit, sur le XIIIe et sur le début du XIIe siècle avant notre ère, et en particulier au royaume d'Ugarit, sur la côte méditerranéenne, où on assiste justement au parrainage politique de cette outil alphabétique en tant que véhicule graphique officiel de tout un royaume. Un de mes collègues qui est ici présent, Michael Guichard, vous parlera au mois de juin des débuts de l'écriture en Mésopotamie, l'écriture cunéiforme en l'occurrence, avec ces centaines de logogrammes et ensuite syllabogrammes, nés dans le sud de l'Irak au 4e millénaire, vers la fin du 4e millénaire avant notre ère, et des conséquences historiques et culturelles de ce développement dans la région. Parmi celles-ci, parmi ces conséquences, on doit mentionner le succès phénoménal qu'allait avoir cette écriture, ainsi que les langues qu'elle véhiculait historiquement, d'abord le sumérien, mais ensuite et surtout le babylonien, dans les régions environnantes, tout au long du 2e millénaire avant notre ère, y compris sur la côte, la région qui nous concerne ici. Là où les autochtones ou les gens ne parlaient pas forcément ces langues mésopotamiennes. En effet, pendant cette longue période, le cunéiforme, un inventaire assez vaste de logogrammes, certes, mais aussi un inventaire assez important de syllabogrammes, ainsi que les langues babyloniennes et sumériennes scolaires, deviennent des langues internationales de culture et d'érudition et de diplomatie. Ils font ainsi partie d'un curriculum scolaire suivi par des scribes, par qui ils devraient être appris à l'école. Et là, vous voyez un syllabaire élémentaire copié à Ugarit, et c'est le même manuel qu'on trouve à peu près partout au Proche-Orient, dans les écoles, à cette étape-là de l'éducation scribale. Mais que ce soit en Anatolie ou au Levant, les érudits et les scribes locaux baignaient donc dans un milieu intellectuel profondément marqué par la culture intellectuelle et littéraire babylonienne. À cette époque, dans la deuxième moitié du 2e millénaire avant notre ère, être un lettré, être un intellectuel dans la société levantine voulait dire être formé selon le curriculum scolaire babylonien, être versé dans cette littérature et dans les belles lettres babyloniennes. Et les archives qui figurent sur cette carte présentent toutes la même caractéristique qui illustre ce point. Elles sont toutes rédigées en cunéiforme. Et pour la plupart, ils véhiculent des textes en grande partie en langue babylonienne. Donc, une illustration d'à quel point cette culture scribale babylonienne marque aussi les régions environnantes. Dans la deuxième moitié du 2e millénaire avant notre ère, donc, les milieux lettrés syriens cultivaient les traditions scolaires et savantes venues de Babylonie. Les scribes du royaume d'Ugarit, par exemple, copiaient ainsi non seulement des textes scolaires, listes lexicales, syllabaires babyloniens, mais aussi des extraits de belles lettres mésopotamiennes telles que Gilgamesh et le Déluge, c'est-à-dire les classiques de la littérature mésopotamienne. Alors, cette rencontre entre la culture babylonienne venue de l'Est d'une part et l'arrivée de l'outil alphabétique de l'autre, arrivée du Sud au Levant, dans la deuxième moitié du 2e millénaire avant notre ère, allait finalement s'avérer critique et fondamentale pour l'histoire de l'écriture. C'est cette période charnière de bouillonnement intellectuel, d'expérimentation et probablement de conflits, de tensions entre scribes traditionnalistes et modernistes qui va former le noyau de cette communication aujourd'hui et que je propose de présenter
à travers quelques exemples, quelques portraits de ces protagonistes. Pour ce qui est des protagonistes qui sont censés illustrer notre propos, j'en ai choisi 3 que vous pouvez imaginer, si vous voulez, comme thèse, antithèse et synthèse. Donc, monsieur thèse, monsieur antithèse et monsieur synthèse, si vous voulez. Alors, notre premier personnage, monsieur thèse, est un scribe ougaritain dénommé Mirashap, un scribe syrien qui était justement versé dans les belles lettres babyloniennes. Et on le connaît bien. C'était un homme à l'apogée de sa carrière, haut placé au service du gouvernement. On en connaît sa famille. On connaît probablement sa maison familiale ou une de ses maisons familiales. On connaît aussi ses sceaux personnels et sa production écrite. Donc là, en haut à gauche, vous voyez justement un fragment de sa copie du déluge babylonien. Il s'agit donc d'un bon exemple de cette culture écrite babylonienne avant l'arrivée et l'institutionnalisation de l'alphabet. Et c'est contre cet arrière-plan culturel et intellectuel que j'aimerais maintenant esquisser dans les grandes lignes l'histoire d'un deuxième mouvement ou développement graphique, d'abord très marginalisé socialement et culturellement, mais qui deviendra par la suite assez important. Il s'agit donc maintenant de la genèse, et de l'évolution et de la diffusion progressive de l'alphabet et l'histoire de ses premiers pas en Égypte et ensuite sa migration vers le nord, vers le Levant, et en particulier à Ugarit, où il prendra finalement ses lettres de noblesse. Pour revenir donc aux scribes du royaume d'Ugarit, contrairement à leurs collègues et voisins sur l'Euphrate, par exemple, à Imar, ou au nord, à Alalak, ou encore d'autres sites à la fin de l'âge du bronze, les érudits ougaritains allaient rompir avec la tradition mésopotamienne, qui était déjà vieille d'un millénaire dans la région, afin de mettre en place leur propre patrimoine culturel et littéraire. Et pour ce faire, ils ont mis au point et rendu officiel, parrainé, un nouvel outil, probablement arrivé du Sud, un alphabet cunéiforme apte à rendre leur langue. En vous présentant l'histoire de l'alphabet au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, il me semble important de souligner 2 points. D'abord, l'alphabet au deuxième millénaire avant Jésus-Christ apparaît comme quelque chose de relativement marginal, aussi bien socialement que culturellement. Ce n'est pas dans les grandes villes cosmopolites ou dans les milieux intellectuels de l'époque, proches du pouvoir, qu'on va voir naître et se développer cet alphabet. C'est au contraire en marge des élites, dans des milieux éloignés du pouvoir, que nous assistons à ses débuts. Et une deuxième considération, mais qui découle de la première, l'alphabet au deuxième millénaire avant notre ère n'est pas encore généralement institutionnalisé au sein des administrations des différents royaumes, grands ou petits, de la Méditerranée orientale. À une exception près, justement, ce royaume d'Ugarit auquel on reviendra dans quelques instants, l'alphabet n'est pas encore parrainé, il n'est pas encore validé par les pouvoirs et par les élites en place. Son emploi paraît alors plutôt spontané, presque, peut-être même plus comparable au graffiti qu'autre chose. J'insiste sur ces points car de notre perspective en Europe au XXIe siècle, nous les modernes, nous avons tendance à envisager l'alphabet comme une avancée certaine dans l'évolution progressive des habitudes littéraires. Mais les milieux lettrés du deuxième millénaire
ont probablement regardé ces premières expériences avec l'alphabet, non pas forcément comme des avancées, mais peut-être plutôt comme des habitudes marginales et simplistes à déplorer, à dénigrer peut-être, comme non valides. On pourrait peut-être imaginer leur point de vue un peu comme certains parmi nous en prenant des trains de banlieue pour regarder des tags, des graffitis sur les bâtiments avec un certain jugement négatif. Notre décalage, donc, c'est ce que j'envisage, notre décalage par rapport aux anciens, en voyant l'alphabet comme quelque chose de positif, comme un pas en avant, me semble assez facile à comprendre. Tout d'abord, c'est flatteur, n'est-ce pas? Ça nous flatte parce que nous nous voyons nous-mêmes comme des membres de sociétés lettrées, où être lettré veut dire surtout être alphabétisé. Pensez au terme en français alphabet, analphabète. Et si nous utilisons l'alphabet de nos jours, ça doit forcément être mieux qu'autre chose plus ancien, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une deuxième raison pour cette situation, une raison plus historique. Vous connaissez sans doute l'histoire de la fin du deuxième millénaire avant notre ère en Méditerranée. Il s'agissait d'une période d'instabilité, de mouvements de population importants, de destruction à une grande échelle, une échelle massive, sur tout le pourtour méditerranéen, l'arrivée violente des fameux peuples de la mer, entre guillemets, selon les dires du pharaon Ramsès III. Et pendant cette période de transition, plusieurs civilisations entières allaient disparaître, dont l'Empire hittite, la civilisation mycénienne, le royaume d'Ugarit, pour n'en citer que quelques-unes. Et certaines de ces civilisations allaient disparaître pour toujours, comme c'est le cas pour les trois exemples que je viens de citer. Alors, une des conséquences de cette instabilité pour l'historien est le manque presque complet des sources textuelles pour les siècles suivants. Quand les sources textuelles sont de nouveau disponibles en nombre au IXe siècle avant notre ère, à l'âge du fer, il est intéressant de constater que dans l'intervalle peu documenté, l'alphabet avait en fait gagné du terrain. Au IXe siècle, l'alphabet est utilisé à l'échelle d'un État, non seulement sur la côte, mais aussi à l'intérieur, et non seulement au nord, mais aussi au sud. C'est-à-dire, on trouve l'alphabet non seulement dans les cités-États de Byblos et de Tyr sur la côte, par exemple, mais aussi dans les royaumes araméens et cananéens à l'intérieur, au nord et au sud de la Syrie. Et au 8e siècle, l'alphabet va continuer à voyager. Au 8e siècle, il sera arrivé jusqu'en Anatolie centrale, chez les Phrygiens. C'est la colonne 4 dans le tableau que vous voyez à l'écran. Et finalement, en Grèce, la colonne 5, et peu après en Italie. Cette institutionnalisation progressive de l'alphabet, sa prise en main progressive par les pouvoirs en place, allait finalement s'avérer irréversible en Méditerranée. L'outil alphabétique a définitivement remplacé la plupart des autres écritures alors en usage en Méditerranée, sauf quelques exceptions. Le syllabaire chypriote demeure en usage jusqu'au 5e siècle, si je me trompe, mais c'est une exception. Et comme les écritures méditerranéennes modernes en témoignent, l'alphabet, une fois en place, l'est resté. Je viens de faire un petit détour au premier millénaire, à l'âge du fer, et si je l'ai fait, c'était pour nous permettre non seulement de mettre l'accent sur l'importante diffusion progressive qu'allait connaître l'alphabet après la fin du deuxième millénaire, la période qui nous concerne aujourd'hui, mais aussi et surtout de reconnaître et d'insister sur le rôle que joue le patronage ou le parrainage des élites dans cette institutionnalisation de cette forme d'écriture au sein des différentes sociétés et royaumes
par qui elle a été adoptée, souvent sous forme d'affichage monumental. Mais retournons maintenant à l'alphabet au deuxième millénaire, à ses débuts. Dans quelques minutes qui suivent, je propose de retracer dans les grandes lignes les principales étapes de cette histoire assez complexe qu'a connue l'alphabet lors de sa diffusion au deuxième millénaire. Et le plus simple est d'organiser ce survol en 3 chapitres, si vous voulez, que nous présenterons successivement, géographiquement et chronologiquement, en commençant par le chapitre le plus ancien, dont nous avons déjà parlé, les tout débuts de l'alphabet en Égypte, où l'outil semble avoir fait ses premiers pas. Il s'agit ici, comme nous l'avons dit, du corpus dit proto-sinaïtique, les inscriptions venant essentiellement, mais pas seulement, des mines de turquoise près de Sarab et El Khadim, sur la côte ouest de la péninsule du Sinaï, mais aussi du Wadi al-Hol, un site d'arrêt sur un des chemins dans le désert à l'ouest de Thèbes, en Égypte. Ensuite, dans un deuxième chapitre, ce nouvel outil alphabétique passe de l'Égypte au Levant Sud, où il est surtout attesté dans la vallée de la Shephéla, une région de basse colline. Le mot Shephéla est dérivé de la racine être bas en sémitique, qui se situe directement à l'est de la plaine côtière de la Philistie. Il s'agit ici du corpus dit proto-cananien. Et enfin, le troisième et dernier chapitre suivra la diffusion de l'alphabet vers le nord, vers la partie septentrionale du pourtour méditerranéen oriental, et surtout sous son aspect visuel cunéiforme, avant les destructions qui marquent la fin de l'âge du bronze récente. Alors, avant de regarder plus près quelques aspects des inscriptions dites proto-sinaïtiques, prenons quelques pas de recul pour regarder l'emploi de l'écriture de façon générale, c'est-à-dire pas forcément l'écriture alphabétique, en Méditerranée et en Asie occidentale au deuxième millénaire avant notre ère. À l'âge du bronze récent, et en particulier au XIVe siècle avant notre ère, il n'y avait pas un, mais plusieurs systèmes graphiques qui jouissaient d'un certain succès, même un succès international, même si en tête de file, on doit privilégier le babylonien, comme nous l'avons dit. On peut quand même dresser une liste de 4 types d'écriture alors en usage, mais aucune de ces écritures qui étaient alors à la mode, comme affichage visuel d'une écriture de prestige, aucune de ces 4 écritures n'était alphabétique, elles étaient plutôt logographiques ou syllabiques, ou logosyllabiques. Vous avez déjà entendu parler du cunéiforme mésopotamien, et vous allez entendre parler davantage au mois de juin, qui dominait partout dans le monde proche-oriental, d'Iran jusqu'en Asie mineure, et à Chypre, et même en Égypte. Alors, nous avons dit que le cunéiforme mésopotamien véhiculait bien entendu et avant tout la langue babylonienne, mais pas seulement. Ce même système est aussi utilisé pour écrire le sumérien savant. Le sumérien était déjà une langue morte au deuxième millénaire et mort depuis longtemps, mais les scribes continuaient à l'employer dans l'enseignement par conservatisme et peut-être aussi par affectation comme marqueur social de leurs accomplissements intellectuels et de leurs ambitions. Peut-être un petit peu comme le latin pourrait jouer ce rôle en Europe à certaines époques et dans certains endroits. Mais ce système cunéiforme servait encore au deuxième millénaire et de façon productive, aussi pour la mise par écrit d'autres langues, à part ces langues mésopotamiennes, par exemple des langues anatoliennes, le hittite, une langue indo-européenne, ou le hatti, une langue anatolienne autochtone, mais encore d'autres langues non affiliées comme le hourite ou le élamite, etc. Deuxièmement, l'égyptien hiéroglyphique dont vous a parlé Andreas il y a quelques semaines, et non seulement en Égypte,
mais aussi dans toutes les régions sensibles au prestige de la civilisation pharaonique, telle qu'à la Palestine, sous contrôle administratif égyptien à l'époque ramesside, d'où viennent d'ailleurs un nombre important d'ostracas administratifs en égyptien hiératique. Troisièmement, mentionnons au passage les hiéroglyphes louvites, limités essentiellement à l'affichage monumental et à la glyptique en Asie mineure et en Syrie. Et enfin, on mentionne aussi l'écriture linéaire égéenne du monde mycénien et chypriote, même si dans ce cas-là, il ne s'agit peut-être pas forcément d'une écriture d'affichage comme les trois autres. En tout cas, c'est surtout en fonction de cet arrière-plan des écritures de prestige chronologiquement antérieures de l'alphabet qu'à mon avis, on doit regarder la distribution des inscriptions alphabétiques dans le monde méditerranéen à la fin de l'âge du bronze. Et surtout, de l'aspect visuel que revêt ces alphabets. En fait, au risque de trop simplifier, on pourrait même proposer d'expliquer l'aspect visuel, les masques que portent ces signes de toutes ces inscriptions alphabétiques primitives de la manière suivante. Les formes visuelles des signes alphabétiques imitent l'aspect visuel de l'écriture déjà en place dans la région en question. Ils imitent l'aspect visuel de l'écriture plus ancienne, plus prestigieuse, plus familière. Il s'agirait donc d'une forme de mimétisme où les expérimentateurs avec l'alphabet inventaient ou adaptaient délibérément, volontairement, des inventaires graphiques qui rappellent visuellement les écritures déjà établies et plus connues. En Égypte, donc, et dans les parties du Levant qui ont fait l'objet d'un contrôle direct égyptien, l'aspect de l'alphabet est essentiellement pictographique au début, imitant peut-être des aspects pictographiques de l'écriture égyptienne lapidaire, comme l'avait proposé l'égyptologue états-unien John Darnell. Ensuite, dans le Shephelah, l'aspect visuel de l'alphabet devient linéaire, imitant peut-être certains aspects de l'écriture égyptienne hiératique, telle que celle-ci était pratiquée dans les documents de comptabilité rédigés par les administrateurs égyptiens en place dans cette région au XIIIe siècle. Là, vous avez une citation des collègues de Tel Aviv, Finkelstein et Zas, qui ont souligné, qui ont observé ces liens entre le corpus proto-cananien et le corpus hiératique contemporain. Mais dans le Nord, là où la tradition cunéiforme était utilisée dans la deuxième moitié du deuxième millénaire et fortement implantée chez les élites depuis des siècles, l'aspect visuel revêtu par les signes alphabétiques est ainsi cunéiforme, imitant l'écriture de prestige déjà en place et bénéficiant ainsi d'une part de sa légitimité. Aussi loin que Tiryns en Grèce, il était apparemment prestigieux d'être propriétaire d'un objet inscrit en cunéiforme, même s'il ne s'agissait que d'un alphabet cunéiforme. Il y a une exception à cette observation, mais, ou en tout cas ce qui semble être une exception, mais qui est en fait un argument pertinent qui appuie notre hypothèse, une inscription sur un bol en métal provenant de Chypre, du site de Hala Sultantek et au sud de Larnaca, dont vous voyez un dessin au milieu de cette diapo. Alors, à Chypre, l'alphabet adopte des caractères visuellement en forme de gouttes ou de larmes. Et ces formes avaient probablement une certaine résonance sur le plan identitaire, culturel local. Ces formes évoquaient peut-être la tradition chypriote contemporaine ou antérieure, comme vous pouvez le voir à travers cette tablette chypre-minoen d'un commis, où les impressions des signes sont également formées d'éléments sous forme de gouttes ou de larmes.
l'emploi de ces caractères en forme de gouttes ou de larmes pour les inscriptions alphabétiques, inscriptions d'affichage sur un tel bol en métal à Chypre, a donc pris le dessus par rapport à l'aspect visuel cunéiforme dans cette région septentrionale. Bien entendu, on ne connaît pas les conditions de la fabrication de cette coupe en métal, mais quoi qu'elles en aient été, que ce soit à Chypre ou même ailleurs, l'emploi de ces caractères en forme de gouttes ou de larmes était manifestement délibéré, volontaire, visant à plaire au goût ou aux attentes des élites locales. Ayant fait donc ce petit tour d'horizon, revenons maintenant à Ugarit, où se passent, paraît-il, les prochaines étapes. Bien sûr, cette vision peut changer, les découvertes futures pourraient bien entendu changer la donne. Mais pour l'instant, voici dans les grandes lignes comment on peut voir les choses. Nous avons déjà vu ce fragment du déluge babylonien, copié par notre monsieur Thèse, le scribe érudit de Mirachap, un ugaritain de la côte méditerranéenne de la Syrie, bien introduit dans l'art du scribe mésopotamien, et qui a travaillé sous l'autorité de plusieurs rois d'Ugarit, dont en premier, un roi Amith-Tamru III, au milieu du XIIIe siècle avant notre ère. Donc, Amith-Tamru III, c'est un roi dont nous avons déjà mentionné le règne. Son règne est remarquable en ce qui nous concerne aujourd'hui par rapport à ce qui semble avoir été son attitude inattendue, peut-être même audacieuse, envers cette invention relativement récente qu'est alors l'alphabet. En quoi a-t-elle été remarquable, son attitude? Bon, tout à l'heure, nous avons parlé du fait qu'au IXe siècle, 4 siècles après, l'alphabet allait se répandre un peu partout au Proche-Orient, enfin au Levant en tout cas, sous le parrainage des différents rois des petits royaumes ouest-sémitiques, qu'ils soient araméens, phéniciens, cananéens, etc. Mais une telle adoption, un tel parrainage de l'alphabet, en tant que véhicule officiel d'un pouvoir politique, n'est pas un phénomène qui s'est produit pour la première fois au IXe siècle. Et nous avons donc un bon exemple de précurseur de l'âge du bronze récent, justement avec le royaume d'Ugarit, où au milieu du XIIIe siècle, on constate et on observe l'adoption de l'alphabet comme véhicule graphique privilégié, aussi bien pour l'affichage monumental, et là vous voyez quelques exemples à l'écran d'un tel affichage monumental, même des tout petits objets peuvent être des monuments, c'est juste des petits monuments. Donc aussi bien comme véhicule graphique privilégié pour l'affichage monumental que pour l'usage administratif et littéraire par un roi et toute son administration. Et en l'occurrence, ce roi dont nous avons parlé, Amith-Tamru III, qui était peut-être le premier à oser, ou du moins à choisir de rompre avec cette tradition mésopotamienne en place depuis des siècles, voire un millénaire, afin de parrainer l'utilisation de l'alphabet cunéiforme non seulement par la rédaction des documents officiels issus de la chancellerie de son royaume, tels que ces 2 contrats juridiques que vous voyez en haut à gauche de cette diapo, et remarquons au passage que le droit est traditionnellement assez conservateur comme genre. Et donc l'emploi de l'alphabet sur un texte juridique témoigne déjà d'une initiative novatrice assez audacieuse, qui allait par la suite être abandonnée d'ailleurs. Et donc non seulement pour les documents écrits, mais aussi comme véhicule d'affichage graphique sur son propre sceau bague royal. Donc avec Amith-Tamru III, l'alphabet semble avoir trouvé un sponsor, un parrain. Au passage, notons aussi que cet alphabet cunéiforme, parrainé par Amith-Tamru III et utilisé par toute sa chancellerie,
n'est finalement pas le seul inventaire alphabétique cunéiforme en circulation en Méditerranée à la fin de l'âge du bronze. Il y en avait d'autres inventaires cunéiformes alphabétiques qu'on doit, certes, qualifier de minoritaires d'après leur corpus réduit, qui les atteste. Et il est d'ailleurs probable que les scribes du roi Amistambu III en a eu connaissance de ces deux autres inventaires, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'un tel parrainage officiel. Donc, outre que cet alphabet officiel adopté par Amistambu III et par son administration, qui est un alphabet cunéiforme à 30 caractères et que nous appellerons donc l'alphabet long, tout simplement pour le distinguer des deux autres, il y avait au moins deux autres inventaires alphabétiques cunéiformes en circulation dans la région au même moment. Il y en avait un à 27 caractères que nous pourrions appeler l'alphabet moyen, s'il fallait une étiquette, attesté à Ugarit même par ce document unique et absolument fascinant, donc on a du mal à expliquer, mais cet inventaire graphique n'était pas en usage localement par les scribes d'Ugarit. Et un autre inventaire, probablement à 22 caractères, et du coup que nous pouvons appeler l'alphabet court, qui est attesté à Ugarit par au moins 3 documents, dont au moins 2 étaient rédigés localement. Ni l'une ni l'autre de ces deux derniers inventaires n'a fait l'objet d'une adoption officielle. C'est l'alphabet long à 30 signes qui a été choisi. S'il fallait choisir une raison pourquoi privilégier l'alphabet long à 30 signes, peut-être, mais c'est une hypothèse de travail, peut-être parce qu'il correspondait mieux à la phonologie de la langue locale. Nous ne pouvons pas non plus dire avec certitude à qui exactement on doit le choix d'adopter cet alphabet long au lieu de l'un ou de l'autre des deux autres inventaires alphabétiques cunéiformes alors en circulation à Ugarit pendant le règne d'Amistambu III. Mais on pourrait en avoir quelques soupçons. Plus particulièrement, il pourrait s'agir d'un scribe local dénommé Thab Ilu, qui était actif à Ugarit au milieu du XIIIe siècle et qui aurait très bien pu être impliqué dans la mise en place de cette innovation. Alors, il s'agit là, bien sûr, d'une hypothèse de travail. C'est un sujet de recherche où la recherche est encore active et en cours, et par conséquent provisoire, car nous n'avons pas encore eu le temps nécessaire pour bien diriger, pour bien mûrir la totalité des informations disponibles. Quoi qu'il en soit, pour nous, Thab Ilu va jouer le rôle de notre monsieur antithèse. Alors, pourquoi soupçonnons-nous ce scribe Thab Ilu d'être associé ainsi avec l'adoption de l'alphabet long Ugarit? Brièvement dit, l'œuvre de Thab Ilu se présente comme novatrice, comme expérimentale, et ce, sur plusieurs plans. Sur le plan du contenu, par exemple, les caractéristiques de ces scribes, aussi bien ses habitudes paléographiques, les caractéristiques de sa main, que ses choix de textes auxquels son œuvre littéraire était consacrée, jettent une toute nouvelle lumière sur l'histoire de l'écriture en Méditerranée au XIIIe siècle, siècle qui semble avoir été une période clé pour la diffusion de l'alphabet sur le pourtour méditerranéen. Aussi, sur le plan linguistique et graphique, par exemple, on peut constater que ce scribe a pratiqué l'écriture cunéiforme alphabétique d'Ugarit en l'appliquant non seulement à la langue vernaculaire locale, ce que nous appelons, faute de mieux, l'ugaritique, d'après le nom de sa capitale, Ugarit, la ville d'Ugarit, le royaume d'Ugarit, mais Thab Ilu a appliqué cette écriture alphabétique aussi à la mise par écrit au texte qu'il rédigeait en langue ourite et aussi en langue babylonienne, tel que le recueil de sorts magiques en langue babylonienne que vous voyez à l'écran.
Mais il s'agit ici des tentatives novatrices qui n'ont jamais été observées ni développées ailleurs pour l'écriture alphabétique. D'ailleurs, on pourrait peut-être parler d'expériences qui n'ont pas connu de suite. On pourrait peut-être parler d'expériences avortées. Mais Fab Ilou expérimentait et innovait également au niveau paléographique. Sur une seule et même tablette, par exemple, on peut retrouver plusieurs formes morphologiquement différentes du même signe. Et il ne s'agit pas ici des variantes superficielles, mais des variantes qui sont différentes justement morphologiquement, qui révèlent des différents modèles théoriques des composants du signe. Autrement dit, le script Fab Ilou emploie certaines formes de signes que la grande majorité des autres scripts d'Ugarit n'utilisent pas, en grande partie à cause de cette grande diversité dans tous ces aspects. L'activité du script Fab Ilou semble chronologiquement antérieure au reste du corpus ugaritique, se situant ainsi à un moment où les pratiques graphiques qui plus tard allaient devenir classiques, n'étaient pas encore bien établies. Par exemple, certaines expériences de Fab Ilou, telles que la mise par écrit de la langue babylonienne en caractère alphabétique, n'ont finalement pas pris, ou encore certaines formes de signes qu'employait Fab Ilou qui allaient par la suite disparaître en étant remplacés par d'autres. Avec son œuvre, avec l'œuvre de Fab Ilou, nous sommes donc probablement en présence d'une phase d'expérimentation avec l'alphabet cunéiforme, peut-être même une phase chronologiquement proche, une phase chronologiquement proche du moment de l'adoption et de l'adaptation de l'alphabet linéaire sous sa forme locale cunéiforme. Au cours de cette période novatrice, où cette nouvelle technologie graphique va devenir rapidement un instrument utilisé et parrainé par le pouvoir royal en place, alors même que les règles définitives n'étaient pas encore fixes. Le dossier Fab Ilou apporte donc un éclairage nouveau, considérable, sur la diffusion de l'alphabet sur la côte méditerranéenne de la Syrie au XIIIe siècle avant notre ère, et nous offre ainsi un contraste intéressant avec ce que faisaient des scribes ougaritains plus traditionnels, versés dans les belles lettres babyloniennes. Je vois que le temps passe. Je vais donc maintenant passer à la troisième et dernière étape, celle de la synthèse, qui devrait se situer à la toute fin du XIIIe siècle, quand l'alphabet reçoit ses lettres de noblesse à Ugarit. L'alphabet n'est plus, à cette époque, marginal pour les élites. Citons d'abord un exemple de la façon dont le nouvel alphabet semble avoir séduit même des scribes déjà formés dans les belles lettres mésopotamiennes. Ici, à l'écran, par exemple, vous voyez un dessin schématique d'un exercice scolaire de tradition mésopotamienne copié par un élève à Ugarit. Et c'est le texte en gris clair que je commente là. Et il s'agit là d'un exercice de grammaire sumérienne. En fait, on a des formes grammaticales du paradigme qui sont répétées. Je vous rappelle que la langue sumérienne, on a déjà dit, est déjà morte depuis près d'un millénaire au XIIIe siècle. Et en face de ces phrases, de ces paradigmes grammaticaux en sumérien, en face, on trouve des traductions scolastiques en babylonien, langue qui était étrangère à Ugarit, mais qui était beaucoup plus étudiée, plus utilisée, plus maîtrisée. Alors, entre ces colonnes d'exercices de scribes avancés, faire des exercices de grammaire sumérien, traduction babylonienne est un exercice avancé. Entre ces colonnes en gris clair, ce que vous voyez
en noir, hein, vous pouvez voir où ce même scribe s'amusait, paraît-il, s'amusait à répéter l'abécédaire, à répéter l'alphabet cunéiforme à plusieurs reprises, alpha, bêta, gamma, etc. Vous voyez plusieurs débuts de l'alphabet qu'il a copié. Ou encore, un autre exemple, et cette fois-ci, il s'agit d'une photographie, une mauvaise photo d'ailleurs, et non pas une photographie d'une tablette, mais d'un moulage de tablette. C'est une histoire assez amusante. Mais il s'agit ici d'un texte sapientiel bilingue, encore une fois, des proverbes en babylonien et en ourite, donc encore une fois, deux langues de culture étudiées et pratiquées par les érudits locaux, mais il ne s'agit pas des langues autochtones, mais des langues étudiées à l'école. Et donc, a priori, un exercice assez avancé. Mais là, encore une fois, on voit que à la fin du texte, et on fait son trait horizontal final, le scribe s'est amusé, paraît-il, à répéter les caractères de l'alphabet ougaritain, alphabet de gamma, etc., alphabet, guimel, etc. Et vous voyez le début, vous pouvez le dessiner, vous voyez le début en bas de cet abécédaire qui commence en bas et qui se poursuit à la ligne suivante. Donc, c'est l'abécédaire en ordre. Donc, on voit que ce scribe ici était également séduit par le nouvel outil. Alors, ces exemples semblent montrer qu'à la fin du XIIIe siècle, l'alphabet cunéiforme était devenu plus mature. Ce n'était plus une expérience audacieuse, mais un outil bien en place parmi les lettrés et parmi les élites locales. Il avait alors acquis en quelque sorte ses lettres de noblesse. Et il était même adopté par certains scribes dans la famille prestigieuse de scribes plus traditionnels, tels que les membres de la famille de notre Mirachap, dont nous avons parlé tout à l'heure au début de la conférence, dont le fils, Urteshabu, semble avoir été séduit par la nouvelle mode, car il a dû l'employer dans certains de sa production. Donc là, vous voyez deux étiquettes qui portent l'empreinte de sceau personnel de Urteshabu, un écrit avec le cunéiforme mésopotamien, même si la langue est probablement à lire ugaritique, et l'autre avec l'alphabet ugaritique, l'alphabet long à 30 signes. Mais l'apogée de cette étape de synthèse des traditions mésopotamiennes et alphabétiques semble être la création et la serialisation de tout un patrimoine littéraire et savant. On termine donc avec notre personnage, Monsieur Synthèse, le scribe qui est ici sans doute le scribe le plus célèbre d'Ugarit, un dénommé Ilimilku, qui est responsable pour la mise par écrit d'un grand nombre de grands textes mythologiques, des tablettes de bibliothèque, le plus grand nombre qui nous sont conservés, c'est les plus connus. Son œuvre montre justement à quel point cette nouvelle tradition avait alors aussi assimilé bon nombre de caractéristiques des belles lettres babyloniennes. Là, vous voyez à l'écran le tablette 4 du chant de Baal, une série de poèmes à travers qui retracent les hauts et les bas dans la vie de Dieu de l'orage local, conservé au musée d'Alep. Donc, c'est le quatrième d'une série de 6. Et ce qu'on voit à travers cette belle tablette de bibliothèque qui se présente en plusieurs colonnes, on voit que le scribe Ilimilku était soucieux d'imiter les tablettes littéraires, les tablettes de bibliothèque babyloniennes. Et ce type d'œuvre contraste donc de façon saisissante avec les tablettes signées par Tabilou qui ont l'air de brouillons mal écrits à côté, même de torchons, entre guillemets. Et c'est sur ce dernier volet de l'évolution des pratiques alphabétiques et sur l'œuvre d'Ilimilku, datée de la fin du XIIIe siècle avant notre ère,
que je vais terminer ma présentation de la naissance et de l'évolution et de la diffusion, et enfin de l'institutionnalisation et parrainage politique de l'alphabet au Proche-Orient au deuxième millénaire. Et je vous remercie pour votre attention et je serai heureux de discuter avec vous sur des points que je n'ai pas suffisamment développés ou encore d'essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, je rends le micro à Andreas pour modérer cet échange. Merci Robert pour cette conférence passionnante. Alors, oui, je suis sûr qu'il y a des questions. Levez vos mains, la main jaune de Zoom, ou posez la question dans le chat. Qui a inventé l'alphabet arabe et quand? Alors, ça me fait sortir un petit peu de la fourchette chronologique dont j'ai parlé aujourd'hui. Mais l'apparition de l'alphabet arabe, on va le situer en Antiquité tardive, quelque part entre le 3e et le 6e siècle de notre ère. Donc, on a des inscriptions en langue arabe déjà dans ces quelques siècles avant l'arrivée de l'islam. Certaines des inscriptions les plus anciennes en langue arabe n'utilisent pas ce que nous imaginons aujourd'hui comme l'écriture arabe. Cette écriture désormais célèbre de la littérature arabe, mais ils utilisent et déploient l'alphabet sud-arabique ancien, probablement parce que l'alphabet sud-arabique ancien était justement, comme ce que nous avons dit aujourd'hui, déjà en place, avait déjà acquis un certain statut depuis le 8e siècle avant. Donc l'alphabet sud-arabique ancien se prêtait bien phonologiquement à l'inventaire consonantique de l'arabe, et il était déjà parrainé en quelque sorte par des royaumes qui existaient au sud de la péninsule arabique. En revanche, et c'est vrai qu'entre le 13e et le 6e siècle, on voit au fur et à mesure les alphabets cursifs de tradition araméenne évoluent plus en plus vers des écritures liées, et on va voir ce qui va devenir notre vision prototypique de l'écriture arabe. Donc ça va sortir des écritures cursives araméennes de l'Antiquité tardive, telles que l'écriture nabatéenne, mais aussi de l'écriture syriaque. Alors, je cite les deux parce que mes collègues qui sont spécialisés dans cette question sont d'avis partagés. Donc, il y en a un qui propose que l'alphabet arabe vient du syriaque, d'autres qui disent non, l'alphabet arabe vient du nabatéen. Donc, le débat est en cours. Mais il y a sans doute un parenté justement à retracer dans cette fourchette chronologique. Sur le sphinx du site de Serabit el-Khadem, l'inscription montre des signes alphabétiques. Est-ce une alphabétisation des hiéroglyphes égyptiens ou cela n'a aucun rapport? Encore une bonne question dont je vous remercie. J'hésite un petit peu à m'adresser à ce sujet devant Andreas, qui est spécialiste. Les gens qui s'intéressent aux origines de l'alphabet s'accordent maintenant que les premières expériences, les premières tentatives d'écrire des messages dans une langue ouest sémitique avec un inventeur alphabétique, ces inventeurs, ils puisaient dans un inventaire graphique qui leur était disponible dans les inscriptions rupestres égyptiens. Et parmi ces prototypes qu'on pourrait rechercher dans les inscriptions lapidaires égyptiennes, on peut trouver à peu près tous les modèles prototypes nécessaires à expliquer la reprise de ces caractères en question. Alors, il y a une différence assez importante. L'écriture égyptienne, là je parle sous contrôle d'Andreas, bien entendu, l'écriture hiéroglyphique et hiératique égyptienne présente des centaines de signes, et certains de ces signes peuvent véhiculer des valeurs consonantiques monoconsonantiques. Certains signes peuvent véhiculer la valeur d'une consonne et une consonne seule. Alors, les inventeurs de l'alphabet ouest sémitique vont attribuer d'autres valeurs, des valeurs nouvelles à ces signes récupérés de l'inventaire égyptien, mais qui sont en lien avec leur langue. Par exemple, le signe pour la maison est un dessin en quelque sorte d'un enclos ou d'un plan de maison vu d'en haut. C'est un pictogramme qui évoque la maison. Le mot pour maison
en ouest sémitique, c'est quelque chose comme bait. Et ce symbole va exprimer le consonne B, c'est-à-dire la première consonne dans ces mots qui explique l'objet figuré. Il s'agit d'un principe qu'on appelle le principe acrophonique. Le contenu sémantique, le contenu sémiotique du signe va être réduit à un élément consonantique retrouvé au bout du mot en question, acrone au bout du mot. Donc, bait, le symbole d'un bait, d'une maison, va représenter le son B. Alors, il y a des exemples dont Andreas pourrait très bien nous parler, de tels procédés en égyptien aussi. Mais ce qui est original dans le corpus dont je vous ai parlé, proto-sémitique, c'est une redistribution globale des valeurs. Toutes les valeurs étaient monoconsonantiques et l'inventaire global des signes était extrêmement réduit, seulement 27 signes. Donc il y a ces deux différences majeures par rapport aux usages alphabétisants presque de certaines graphies égyptiennes. Alors, bien sûr, Andreas, s'il te plaît, n'hésite pas à me corriger, peaufiner ma réponse. C'est tout à fait ça. Hein. On crée quelque chose sur la base d'un inventaire d'images graphiques qu'on a sous les yeux, puis on leur donne des valeurs totalement différentes. Par exemple, la vaguelette ondulée, ça devient un M pour Mayem en sémitique, alors qu'en égyptien, c'est un N. Et N et M sont deux choses différentes. Du coup, je réponds rapidement à la question qui est dans le chat. Le père maison hiéroglyphique n'est-il pas un glissement de P vers B? S'il n'y avait que cet exemple, on pourrait l'imaginer, mais comme de manière systématique, en fait, ce sont des valeurs différentes et qui sont prises dans la langue ouest sémitique qui était parlée au Serabet el Khadim, la réponse est non. Peut-être juste un tout petit point technique que j'ajouterais, c'est que le principe d'acrophonie forte, ce qu'on appelle techniquement l'acrophonie forte, on peut prendre un mot et simplement récupérer la première consonne de ce mot. D'autres exemples, la main, cap, on récupère le que. Ça, ce n'est pas possible en égyptien. En égyptien, pour dériver une consonne, il faut en fait que toutes les autres consonnes du mot soient faibles. Et si on a un mot avec plusieurs consonnes fortes, on ne peut pas utiliser ce mot pour dériver une valeur. Donc là, on voit qu'il y a une petite différence, mais bon, la différence est petite dans la manière de penser. Peut-être, Andreas, si je peux me permettre de poursuivre ta clarification, ta précision que tu viens de faire. Alors, j'ai lu, bien compris, quelque chose à propos du signe de hibou. Alors, si j'ai bien compris, le hibou véhicule a une valeur monoconsonantique en M. Oui. Et, paraît-il, il y a un mot en copte qui veut dire hibou, qui commence avec un M. Est-ce que ça serait un de ces exemples que tu viens de citer d'un mot, disons, caractérisé essentiellement par la présence du M et suivi des consonnes faibles? C'est ça, c'est-à-dire le mot sous-jacent tel qu'on le reconstitue, c'est quelque chose comme Yamao. Alors, il n'y a aucune consonne réellement forte, il n'y a pas d'occlusive où la bouche se ferme, mais la consonne la plus forte, c'est encore la liquide M, et le reste, c'est ce qu'on appelle des glides, donc c'est pratiquement des semi-voyelles. Et là, on peut prendre le M parce que, voilà, il n'y a que ça. Et en général, les signes monoconsonantiques sont soit dérivés de ce genre de mots, soit de mots qui sont très brefs, ou d'un mot qui est fondamentalement une consonne, une désinence féminine, et puis le féminin, on l'ignore. Ce qui est différent du proto-sinaïtique, parce que pour prendre le premier signe, avec le Aleph, bon, c'est Alap. Donc, on a quand même évacué deux consonnes pleines et majeures, ce qu'on ne pourrait pas faire en égyptien. Oui, je comprends, c'est vrai. Bonsoir. Le sens de lecture de droite à gauche ou de haut en bas est-il aussi imité ou est-ce une marque de différenciation? Très bonne question. Que des bonnes questions. Oui. Alors, dans le corpus proto-sinaïtique, l'orientation de l'écriture n'est pas fixe. Donc, on pourrait trouver des inscriptions qui se lisent de haut en bas, de gauche à droite et de droite à gauche, si je ne me trompe pas. Pareil pour le corpus proto-sinaïtique. Du moment où on entre dans le nord, dans la zone cunéiforme, on trouve les deux sens. L'orientation adoptée par les scribes d'Ugarit, qui était, rappelez-vous, verse dans l'art du scribe mésopotamien, finalement était de gauche à droite. Comment ça se fait en cunéiforme? Dans tous les cunéiformes, presque sans exception. En revanche, il y a cette écriture en alphabet cunéiforme court à 22 signes, et je vous ai montré un exemple à l'écran
qui s'écrivait de façon sinistroverse, de droite à gauche, comme en quelque sorte un précurseur de ce qui allait se faire en phénicien, en araméen, en cananéen, en hébreu, à partir du 9e siècle. Et ce qui est frappant et un peu consternant, c'est d'observer que le caractère de l'inventaire 22 signes, c'est le même de ce qui allait refaire surface au 9e siècle. Donc, pour répondre à votre question, le sens, l'orientation de l'écriture est tout à fait un élément pertinent à tenir en compte. L'orientation des signes, le fait que les signes soient figés ou pas, que leur forme soit uniformisée ou pas, tous ces facteurs sont des jauges pour évaluer à quel point l'écriture a été maîtrisée et trouve sa place. Il n'est pas juste une expérience spontanée, mais devient le domaine d'un spécialiste. Quand les voyelles apparaissent-elles? Aussi une bonne question. Constate leur apparition justement à partir du 9e siècle, notamment en araméen. Le corpus araméen est assez parlant sur ce point, où on constate que les langues sémitiques présentent phonémiquement dans leur phonologie des voyelles qui sont étymologiquement longues par rapport aux voyelles qui sont étymologiquement courtes. Et cette distinction entre longue et court est phonémique, c'est-à-dire on peut exprimer une distinction de sens en changeant la longueur de la voyelle. Du coup, il y a une certaine importance pour les voyelles longues. Et ce qu'on voit chez les scribes araméens à partir du 9e siècle, c'est une volonté de noter systématiquement toutes les voyelles étymologiquement longues. Ça aurait renforcé le niveau de compréhensibilité rapide pour les scribes. On n'est pas encore au point où on peut voir un texte en araméen et le lire comme ça, même si on est araméophone au 9e siècle, mais ça aurait aidé à un déchiffrement plus rapide. C'est seulement plus tard, notamment chez les voisins qui vont récupérer cet alphabet à 22 signes, et peut-être même en ajouter des lettres en Phrygie, en Anatolie, en Grèce, où certains signes, disons, morts, certains signes qui ont voyagé en Anatolie et en Grèce avec l'outil, mais dont les Phrygiens ni les Grecs n'avaient besoin, par exemple ces consonnes gutturales ou encore d'autres consonnes qui n'avaient pas de raison à avoir une vie en milieu phrygien ou grec. Ces symboles-là, ces signes morts, vont être reconvertis à des valeurs vocaliques. Ils vont réimaginer comme des valeurs vocaliques. Du coup, à partir de ces moments-là, on trouve certaines traditions alphabétiques qui notent systématiquement les voyelles, donc à partir du 8e siècle, mais pas vraiment en milieu ouest-sémitique. Ça n'a jamais été, paraît-il, une priorité de noter toutes les voyelles, toute la structure vocalique. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs en prenant un journal en arabe ou en hébreu ou en syriaque moderne, que des voyelles longues essentiellement sont notées et pas les voyelles courtes. Qui touche d'ailleurs à un des thèmes que tu as développé de manière centrale, à savoir les idéologies graphiques et l'importance des idéologies graphiques. Le passage du cunéiforme syllabique à l'alphabétique est-il vu à l'époque comme une simplification regardée avec condescendance ou mépris, un peu comme les réformes orthographiques actuelles peuvent provoquer des réactions négatives de la part de certains érudits? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tous mes collègues ne le sont peut-être pas, mais j'essaie de m'appuyer sur des exemples précis pour illustrer pourquoi je pense comme vous, c'est-à-dire il y avait un certain regard méprisant de la part des élites intellectuelles en place qui maîtrisaient l'outil après des années de formation. Je vous ai montré une empreinte de sceau bague du roi Amistamru III, milieu du XIIIe siècle, peut-être en imitant les styles des rois hittites. Il a fait figurer cette écriture monumentale locale, cet alphabet cunéiforme local, pour revendiquer ses propres préoccupations identitaires et culturelles. En revanche, son petit-fils, le dernier roi d'Ugarit, on connaît aussi son sceau royal. Il est revenu en arrière, il est revenu à la tradition babylonienne.
après seulement 40 ans, 40 ou 50 ans. Donc, on voit que, et pareil aussi, on a mentionné aussi la situation juridique. On a beaucoup plus de textes juridiques du règne d'Amir Samou III au milieu du XIIIe siècle qu'on en a pour les règnes suivants. Or, on a tout un corpus juridique en babylonien pour ces derniers rois. Donc, on voit qu'il y a eu certains domaines où le roi novateur a essayé de pousser jusqu'au maximum, mais il a dû finalement, ou ses successeurs, a dû finalement céder certains terrains. Donc, je pense qu'on est tout à fait justifié à imaginer une telle tension entre traditionnalistes et modernistes à travers cet exemple. Dans la mesure où il n'y a pas tout de suite de questions, je vais en poser une moi-même. Pour revenir à Mistambro 3, est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur les motifs qui l'ont poussé à faire ça? Si je te comprends bien, c'est une revendication d'identité. Donc voilà, nous, on est le royaume d'Ougarit, on a une écriture. Est-ce qu'on peut dire que c'est lié au fait, ou en tout cas contextuellement lié au fait qu'à peu près à la même époque, le royaume hittite développe l'écriture louvite, hiéroglyphique, qui est aussi, jusqu'à un certain degré, une revendication d'identité. Et donc de dire, ah, nous, au sein de la culture cunéiforme, on n'est pas comme Alalar ou Aymar, on est autre chose. Est-ce que c'est à peu près correct de dire ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Alors, sur le plan de l'histoire politique de ce règne, c'est assez compliqué. Amis Tamrou III entretenait des rapports directs avec la famille royale hittite. Était petite fille d'empereur hittite, fille du roi de Amurru. Amurru, c'est un royaume voisin situé au sud du royaume d'Ugarit, dans ce qui est actuellement la plaine du Akkar, autour de Tartus, en Syrie, à la frontière entre le Liban et la Syrie. Et donc, les mariages diplomatiques sont la règle dans cette période, et c'est une bonne idée. Ça noue des liens forts entre les intérêts communs et partagés de ces différents royaumes qui faisaient tous partie de l'empire, du joug du pouvoir hittite. Or, Amistamou III, il accuse sa femme qui fait partie de la famille royale hittite, impériale. Et il accuse la femme de quelque chose. On ne connaît pas la nature exacte de sa faute, mais il y a tout un échange de diplomates et de négociations entre Ugarit, Tsumur, la capitale d'Amrou, Karkemish, là où siège le pouvoir hittite en Syrie, et même Hattusa, la capitale, pour mettre au clair le sort de cette femme. Finalement, Amir Samou III va finir pour l'emporter, semble-t-il, et il va la mettre à mort. Et il va, du coup, verser une compensation très importante, financière, à son frère qui reste sur le trône d'Amurru du Sud. Donc, on voit que Amir Samou III était impliqué, fortement impliqué dans les histoires délicates liées prochement à la famille hittite, aux affaires de l'État, et il sortait pas forcément, il arrivait quand même à arriver à ses fins. Un deuxième coup de projecteur qui est sans doute pertinent et à développer davantage, c'est le nombre de dons royaux de terre qui ont été établis sous son règne. Alors, je vous ai montré deux exemples en écriture alphabétique, mais on a plusieurs centaines de documents juridiques, dont la majorité sont, comme ça se doit, rédigés en babylonien. Mais la plupart de ces dons de terre, d'après la documentation que nous avons, sont datés d'Amistamou III. C'est lui qui a, plus que les autres, arraché des domaines des familles, peut-être défaillants, peut-être fuyants, et donné aux autres, donné aux autres de ses serviteurs plus loyaux. Alors, on pourrait poser des questions longuement sur les raisons d'être de ces remaniements étendus de la gestion des terres. Mais une des hypothèses qui vaut peut-être la peine d'être citée et développée davantage, et ça vient de nos collègues archéologues et architectes qui ont travaillé sur cette question depuis les années 80, notamment l'architecte et archéologue Olivier Callot à Lyon, qui a, lors de ses travaux sur l'acropole, sur les temples,
dans le quartier résidentiel, au palais, a repéré les traces d'un tremblement de terre assez important pour faire des dégâts considérables sur toute l'échelle de la ville et qui ont dû, du coup, provoquer des travaux de construction majeurs qui auraient été très coûteux qui suivaient. Alors, on a l'impression que le palais a été reconstruit d'abord, mais ensuite, mais assez rapidement après, il y avait le temple de Baal au sommet de l'acropole qui était reconstruit. Alors, le roi qui était sur le trône pendant cette période mouvementée était là encore Amistamou III. Donc, il a vu passer en quelque sorte tous les épisodes majeurs au milieu du XIIIe siècle. Donc, peut-être, je n'ai pas fait ce travail d'aller plus loin pour tisser des liens entre ces différents éléments, mais ça vaut certainement la peine de le faire. Y avait-il peut-être un intérêt politique pour Amistambo III de promouvoir cet alphabet? Est-ce que le schisme entre les scribes, entre guillemets, pro-alphabet et entre guillemets pro-syllabaire, si on peut réduire la situation à cette polarisation, avait un écho dans la politique? Sans doute, mais là encore, on n'a pas assez de données précises pour dresser les contours de cette tension. Mirashap travaillait pour Amistamou III. Donc, Mirashap était le personnage que j'ai présenté comme monsieur traditionnaliste dans cette présentation. Donc, je ne sais pas jusqu'où on peut pousser cette hypothèse amusante de chercher cette tension, mais je pense que oui. Je pense que oui, il y avait forcément, il y avait des échos sur le plan politique. Suivant le tremblement de terre, il y avait sans doute des voix dissonantes sur comment il fallait faire, quelles priorités mettre en œuvre, sur cette question de remanier la gestion des domaines agricoles avait dû sans doute solliciter beaucoup de débats, de malentendus, de déceptions. Oui, forcément, il y avait un volet politique, mais là encore, ça me dépasse la documentation. Ça dépasse la documentation pour l'instant, je pense. Et ça vaut la peine aussi d'être poursuivi. Y a-t-il des études sur les transformations des modes de pensée et les transformations de l'écriture? Et connaît-on les rapports de transformation entre langue orale et l'écriture? Oui, l'oralité est un sujet d'actualité, tout à fait. Mode de pensée lié à l'écriture ou à l'oralité. Alors, un aspect assez paradoxal est ces écoles de scribes dont nous avons fait mention lors de cette présentation. Je vous ai montré plusieurs manuels scolaires, plusieurs copies d'exercices. Il s'agit souvent des listes de signes, des listes de mots. Ces listes probablement ont été copiées, recopiées, mémorisées par les scribes. Et ce travail faisait partie de leur formation. On n'a que les traces écrites de ce travail, mais très probablement, et j'irai peut-être même encore plus loin et dire presque certainement, il y avait un volet oral dont notre support écrit n'est que le pâle reflet. Je pense notamment aux listes lexicales de tradition mésopotamienne, dont nous avons plusieurs centaines à Ugarit. Pourquoi autant? Parce qu'à travers ces exercices scolaires, les scribes qui ne connaissaient ni la langue babylonienne, ni la langue sumérienne, ni son écriture, il fallait se répéter et s'exercer pas mal. Ces textes-là, de ce genre, certains aspects de leur mise en page et des répétitions qu'ils présentent ne peuvent être expliqués que selon l'hypothèse qu'il y avait une récitation orale qui passait derrière, qui allait derrière. Et donc, je n'ai pas répondu à votre question sur les différentes modes de pensée qu'on pourrait dresser pour une pensée orale, une pensée écrite, mais il me semble intéressant et important de nuancer ce que nous sommes en train de dire pour la production écrite à Ugarit, qu'il y avait un volet oral derrière
qui n'est pas très visible, mais il est manifestement là. Donc, c'est peut-être à nuancer cette polarité entre culture écrite et culture orale. Je vais poser encore une dernière question moi-même. Tu as parlé de ces trois temps au cours du deuxième millénaire, d'abord en Égypte, puis dans la Shephelah et enfin ougaritique. Donc de ces trois temps, et par rapport et ensuite, tu as fait allusion plusieurs fois à ce qui se passait à partir du 9e siècle. Bon, et il y a cette image saisissante des peuples de la mer. Voilà, le royaume d'Ougaritique, Ougarit disparaît également. Donc la question, c'est comment on passe de la situation de la fin de l'âge du bronze au moment où l'écriture alphabétique réapparaît, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas disparu, bien sûr, au début de l'âge du fer. En d'autres termes, comment est-ce qu'on imagine ou modélise concrètement la transmission des choses dans les décennies qui suivent immédiatement l'effondrement d'Ougarit et les autres effondrements associés? Ce sont des questions difficiles, Andreas. Oui, alors, pour ces siècles peu documentés, entre le début du XIIe siècle et le début du IXe siècle, j'ai des collègues compétents qui vont et qui essaient de placer certaines inscriptions alphabétiques dans cet intervalle pour les raisons typologiques souvent, parce que les inscriptions présentent des formes visuelles qui semblent à mi-chemin entre des formes qu'on pourrait voir au XIIe siècle et des formes plus uniformes qu'on va voir dans les monuments du IXe siècle. Donc peut-être on a une documentation éparse à glisser dans ces intervalles. Et comme tu viens de dire, et très bien, on a la preuve que l'outil a survécu parce que c'est à peu près le même alphabet, en tout cas l'alphabet à 22 signes, dont on voit des traces dans le corpus proto-cananien au sud Levant et qu'on va retrouver au IXe siècle dans un usage parrainé officiel. D'ailleurs, c'est peut-être justement dans cette zone-là, dans le Shephelah, là où on a peut-être un peu plus de transmission entre ces quelques siècles peu documentés, plus que dans le Nord. Pourquoi je dirais ça? Parce qu'au IXe siècle, on n'a plus d'alphabet cuneiforme du tout. On n'a plus d'alphabet pictographique du tout. On n'a que l'alphabet linéaire qui semble dériver des formes plus abstraites, plus simples, modelées après les prototypes hiératiques, peut-être utilisés par les scribes égyptiens sur place dans la Shephelah à la fin de l'âge du bronze. Et c'est cet alphabet-là de cette région qui semble survivre. Bon, c'est qu'une piste, Andreas, mais on est peu documenté pour cette période. Mais ce que je me demandais aussi, c'est si, dans la mesure où dans ce coin, l'alphabet était moins parrainé par un État, le moment où les royaumes s'effondrent, eh bien, du coup, ça fait moins d'effet, parce que de toute manière, il est indépendant de ce type de parrainage. Et du coup, pour employer un terme à la mode, plus résilient, si on peut dire. Oui, et son utilisation, il est utilisé souvent comme marque d'appartenance dans un objet de luxe. Donc, il est peut-être plus protégé, non seulement résilient, mais plus hermétiquement scellé dans son emploi en tant que petite inscription d'appartenance dans une bolle en argent ou dans une vase. Peut-être ce genre, ces considérations génériques l'ont aussi protégé. Je ne sais pas, c'est une bonne piste de réflexion. Bien, en tout cas, merci beaucoup, hein, Robert Rollet, pour cette conférence passionnante et la discussion qui a suivi. Alors, nous nous retrouvons dans 3 semaines, le mercredi 9 mars, avec une conférence de Wouter Henkelmann intitulée « Lire l'Élamite », dont il a été question aujourd'hui, « Lire l'Élamite à Persépolis, les Perses et la tradition de l'écriture en Iran ». Il sera également question comme aujourd'hui de contact entre les écritures, entre les langues, tout en présence dans un même lieu et les facteurs identitaires et scribaux qui sont attachés à ça. Je vous rappelle que vous pouvez revoir la conférence d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube de l'ILARA à partir d'environ après-demain.
ainsi que toutes les conférences précédentes. Alors, en remerciant encore notre conférencier d'aujourd'hui, Robert Holly, chaleureusement, je vous souhaite une excellente soirée à tous et espère vous retrouver très bientôt. Au revoir. Au revoir, Merci. merci. Au revoir. Au revoir.